Alors bonjour à vous, merci beaucoup d'être là. On se retrouve pour la leçon 45. Et c'est un grand moment si je puis dire, parce qu'on a terminé la pratique de Chenrezig, l'analyse du texte de la pratique de Chenrezig, et là on commence autre chose. On commence, comme vous le voyez à l'écran, Dorje Changtungma. Alors, je me suis rendu compte que pas grand monde connaissait ça, donc c'est, je pense, une très bonne chose que d'aborder cette prière. Vous verrez, elle n'est pas hyper longue, donc je pense pas qu'on va faire plein de leçons avec cette leçon. Après, on prendra un autre texte, on continuera d'explorer. Mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce texte qui peut avoir une certaine importance pour nous, quoi qu'il y a même carrément une importance certaine pour nous. Je vais juste fermer vos micros respectifs. Comme ça, voilà, vous les ouvrez quand vous intervenez. On commence par une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho nam la chang chum parato dane kyab suji. Dage jen tsoge pe se nam ke trolla penchire sangye drum parai sho. Voilà, très bien. Alors, je change encore quelque chose sur le micro. Voilà, ok, très bien. Parfait. Alors, donc Dorje Changtungma. Quelques mots sur Dorje Changtungma. Pourquoi cette proposition? En fait, c'est parce que c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que on peut parfaitement, au début de la pratique de Chenrezig, donc c'est aussi lié à cette étude de la pratique de Chenrezig, on peut au début de la pratique de Chenrezig réciter cette prière qui, comme vous le voyez, invoquer les bénédictions de la lignée Kagyu sert à ça, c'est-à-dire à l'invocation de la bénédiction de toutes les lignées Kagyu, et on peut placer cette prière au début de la pratique de Chenrezig, à la place de la prière du rosaire d'or de la lignée Kagyu. Alors, c'est très bien le rosaire d'or de la lignée Kagyu, hein, c'est pas du tout pour dire que l'une est meilleure que l'autre, mais celle-ci en plus elle est plus courte. Bon, un poil plus court, hein, c'est pas beaucoup plus court, mais c'est quand même plus court. Donc, ça peut être une des raisons. On peut parfaitement réciter une prière à la lignée ou une autre prière à la lignée. On voit d'ailleurs cette Doje Chang Tungma, on la voit, attendez, voilà, Doje Chang Tungma, hein, qu'on voit ici. Donc, cette prière, on la retrouve dans le texte des pratiques préliminaires. Et là, pareil, on a une longue prière dans le texte des pratiques préliminaires, qui est la longue prière à la lignée Kagyu, et puis on en retrouve une plus courte, Dojechon Tungma. D'ailleurs, vous avez ici Tung. Tung, ça veut dire Tung Tung, ça veut dire courte. Donc, c'est aussi une prière courte qu'on peut alterner. Parce que comme vous avez plus ou moins l'habitude avec les textes tibétains, vous voyez bien que parfois on peut faire une version longue, parfois on peut faire une version courte. Ça, c'est ce qui accompagne le texte racine. Quand on parle par exemple du texte de Chenrezig, on a le texte racine et vous avez les prières annexes. Les prières annexes, c'est tout ce qui est avant ou tout ce qui est après le texte racine. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que souvent on peut se dire ah oui non mais là c'est pas normal, on récite pas la même chose, c'est pas le même texte. Attention, il y a toujours le texte racine et les prières annexes qui l'accompagnent. Donc il faut faire la différence. Quand on aborde les pratiques ou les prières annexes, en fait on a une grande marge de manœuvre. On peut faire à peu près ce qu'on veut dans ce cas-là. On peut réciter telle prière ou telle autre, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est une des raisons. Donc, une raison, on pourrait dire pratico-pratique. C'est-à-dire, on récite une prière ou on récite une autre. Une courte ou une longue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette prière, elle est très célèbre dans la tradition Kagyu. Pour d'ailleurs des raisons qu'on va découvrir en cours de route. C'est-à-dire qu'elle fait mention des différentes lignées de la lignée Kagyu. Donc elle est historiquement intéressante. D'ailleurs, vous avez vu, dans le support, là, je vous le montre encore, vous avez Bengar Jambal Sangpo, c'est souligné, mais c'est pas juste souligné comme ça, en fait c'est un lien, donc je vous montre, vous appuyez là-dessus, et vous ouvrez, dans ce cas-là, Safari,
ou n'importe quoi, pour moi c'est Safari, et vous arrivez ici, et alors c'est en anglais, vous vous aidez des modules de traduction en ligne gratuits, que ce soit DeepL ou Google Translate, comme vous voulez, et vous avez ici toute une biographie, pas très très longue, mais sur Bengarwa Jampel Sangpo, qui est un maître important de la lignée, et qui a donc composé cette pratique. Ok, donc voilà. Ça, c'est de l'information en plus. D'ailleurs, je vous ai mis à la fin de la leçon aussi 3 liens qui viennent de la même source, c'est-à-dire Treasury of Lives, qui est un site extrêmement bien fait et très bien documenté sur toute la tradition tibétaine, avec des auteurs qui composent des biographies de tous les, en fait, de tous les maîtres, de tous les, non seulement détenteurs, mais tous les personnages de la tradition bouddhique au sens large, c'est-à-dire indo-tibétaine. Vous avez à la fois les maîtres de la tradition indienne, les maîtres tibétains, vous avez foule de renseignements sur les lignées, etc. Donc c'est une très, très bonne source d'informations voilà, pour nous qui nous intéressons à la tradition bouddhiste indo-tibétaine. Donc voilà. Donc pour dire que cette prière est célèbre pour ça, c'était un être exceptionnel. Bengara Jampal Sangpo. Donc, elle est devenue une prière assez choyée par la tradition et Kagyu, et elle a donné lieu à plusieurs commentaires, des commentaires contemporains ou plus ou moins contemporains, mais plusieurs commentaires. Et d'ailleurs, elle est souvent expliquée parce que elle n'évoque pas seulement la dimension historique de la lignée Kagyu, mais elle évoque aussi des points de doctrine importants de la lignée Kagyu. Je pense là, je fais référence là à la tradition du Mahamudra et tout ce que l'on peut en dire et comprendre de cette tradition. Donc voilà, pour dire que c'est pour plein de raisons. Donc en tout cas, c'est 2 raisons majeures. Première raison, le côté pratique. On pourrait dire 3 raisons. Deuxième raison, la grande bénédiction associée à cette prière. Alors là, c'est un peu plus particulier parce que bon, là, on n'est pas dans le quantifiable avec la bénédiction, mais c'est une dimension importante dans la pratique, évidemment, la bénédiction. Et la troisième raison, c'est le côté historique de cette prière, c'est-à-dire à la fois l'auteur et le contenu de cette prière. Donc voilà pourquoi avoir fait ce choix. Parce qu'on était un peu comme ça, du coup, dans la continuité de la pratique de Chenrezig, et ça vous montre aussi cette forme de souplesse qu'on peut avoir dans les prières annexes. Donc voilà, on pourrait dire c'est presque une annexe à la pratique de Chenrezig. On pourrait tout à fait le concevoir de cette manière. Puis après, on pourra, une fois qu'on a fini Dorje Changtungma, on pourra... Attendez, moi. On pourra aborder alors carrément un autre texte, à voir. Peut-être, je ne sais pas, un texte de pratique, un sutra, ou un texte en prose, ou un texte versifié. Là, on est dans un texte versifié, ça serait intéressant ensuite d'aborder un texte en prose, parce que du coup, les structures sont différentes, on apprendrait autre chose. Donc, bon, voilà, bah, ça c'est à voir ensuite, bien sûr. Alors, sinon, sur Dorje Changtungma, vous allez voir que c'est pas, cette prière n'est pas très compliquée, en tout cas pas pour tout ce qui est le début, là, vous avez certainement déjà un peu fouillé. En termes du nombre de phrases, tiens, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là, c'est intéressant, là, qu'est-ce qui se passe là? En termes du nombre de phrases, ah, tiens, c'est quoi ça? Attendez voir, qu'est-ce qu'il me fait là? Ça va pas du tout, ça. Alors, hop, donc tac, voilà, bon, le zoom a fait un truc bizarre. Bon, pas grave. En termes du nombre de phrases, quand vous avez là, bon, la feuille d'exercice, c'est la feuille d'exercice, structure et analyse, vous avez 9 phrases, parce qu'ensuite, c'est une organisation par 4-1, évidemment, mais au début, ben, il y en a 9. Parce que, ben voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que, ben voilà, il a bien fallu faire une forme d'introduction. Donc là, on pourrait dire qu'on est dans l'introduction à la prière. On est dans la dimension historique de la prière. Ensuite, on rentre dans d'autres dimensions qu'on découvrira au fur et à mesure. Une fois, quelqu'un m'avait demandé de laisser afficher la première partie, c'est-à-dire avec le mot à mot, la phonétique. Donc voilà, vous avez la première partie. Et puis là, la fin donc de cette première partie avec ces quelques phrases à la fin. Voilà.
Ça, c'est pour la phonétique et puis la traduction. Ok. Voilà, bon, bah, il n'y a pas tellement grand-chose d'autre à dire, je crois, en tout cas pour ce qui est de donc l'introduction à cette prière. Maintenant, on va, comme toujours, se mettre dans la feuille d'exercice avec lecture et puis tentative d'analyse. Ok, on y va comme ça. Mais peut-être qu'avant, euh, oui, on peut faire. Je réfléchis juste parce que vous avez peut-être des questions sur ce qu'on a vu la fois précédente. Auquel cas. hmm, Écoutez, pour les questions, je vous propose après, comme ça, on reste dans l'idée qu'au début, on fait cet exercice. Quoi, disons, je lis et j'épelle, et comme ça aide au repérage dans la vidéo, ok, dans le replay. Alors voilà, je vais épeler et lire cette prière. Je ne vais pas prendre trop de temps pour l'épeler, donc l'épeler assez rapidement pour qu'on ait assez de temps pour l'analyser, que chacun puisse passer. Ok, on va y aller comme ça. Donc, Radadada Narodo, Rajata Jadembuje, Ao Changa Chang, Chadembuche Na Chen, Tadembute. Vous avez un double dengbu, ça arrive dans la translittération du sanskrit. Bon, voilà. Là, par contre, te, hein, c'est peut-être pour allonger le e, parce qu'il y a beaucoup de, de voyelles en sanskrit. Tadembute, lanarolo, na. Là, pareil, ça allonge le na, ranaroro, tanga, tang. Mar, pa, magigumi, la, chanaro chosa chu, rajata jadembuje, sakataka, magam, panaropo, pa, tashepkutu satu, kao sashepku suma sum, shadembushe sache, payata cha, je vous vois pas bouger les mandibules. Hein? C'est quoi cette histoire? Non. Vous faites de l'épellation, puis pas en faux playback, hein, Dominique. Non, du vrai. Non, c'est quoi cette histoire? Non, vous bossez aussi, hein. C'est pas moi qui juste épelle, hein. Tachapkutu, donc on recommence. Pas depuis le début, vous avez de la chance. Tachapkutu satu, kao sachapkusuma sum, shadembushe sache, payata cha, Kashakuku Nakut, c'est valable aussi, vous qui suivez sur YouTube, hein, qu'on se voit ou pas, qu'on soit ensemble pour faire le cours. Vous ne regardez pas juste la vidéo YouTube comme ça. Hein. Non, vous êtes proactif. Kashakuku Nakun, Mao Kayatakia de Mukien Akien, Kara Ma, Pa, Karma Pa. Ça, c'est la translittération du sanskrit. Hein. Karma, ça s'écrit comme ça, le karma. Hein, mais le karma en tibétain, ça se dit pas karma, hein, ça se dit lait. Vous le savez peut-être. On l'a vu 15 fois d'ailleurs. Mais bon, c'est normal. On ne peut pas tout retenir, je sais, pas de panique. Alors, cha dembuche, bao shagegushi, cha shapku chung, chung. Ah, mandibule, hein, n'oubliez pas. Bao ragata gayata gyada, gye. Bao ragata gayata gya shapku gyuda, gyu. Pa. Ao zagegu zina zin, ranata namasa nam, tanga tang. Ao parata tragigu ti. Alors, le ti devient di. Ao parata tragigu di, satata taka tak, tsala tsal. Kao sashyaku suma sum, tao pala pal, latata dana den. Ao barata drashyaku druka druk pa, sanaro soka sa sok. Ok, hello Florence qui nous rejoint. Alors, Saba Sab, Lama Lam, Payata Chaka Chak, Ragata Gayata Gya, Chadembu Che, La, Bao Nga, Pao Ranyata Nyadebu Nyesa Nye, Paagegu Ensuite, Mao Nyama Nyam, Madembu Meta Me, Ao Karata Danarodo, Mao Kanarogona Gun, Tawazurta. Ça change pas le son avec le wazura. Tawazurta ka sa tak, panaropo, pao ka,
Pao ragata gayata gya shapyu gyu da gyu. Attention, je vous observe. Là, mais il y en a des malins, il y en a qui coupent l'écran. Comme ça, je les vois pas. Mais bon, donc, je sais pas ce que vous faites. Kao sanaro sola seul. Wa ao ta dembu de basa dep. Sanaro so. Pao ka ka. Pao ragata gayata gya shapyu gyu da gyu. Annie, elle joue le jeu. C'est cool. Coucou Annie. Balata la ma ranata na ma sa nam. Alors, par contre, je te coupe le micro. C'est pas par méchanceté, mais c'est plus simple. Pao ragata gayata gyasha kyu gyu da gyu pa ao zagegu zina zin nanaro no ranata nama nam tara tar kayata chagigu china chin kayata kyagigu kisa ki ralata lanaro loba sa lob. Ouais. Hein, Isabelle, hein, t'as tout éplé correctement? Bon, d'accord, ok. Non, j'ai bien vu. Voilà. Bon, c'est une journée comme ça, hein. Voilà. Alors, je vais faire la lecture maintenant. Doroje, Changchen, Telo, Naro, Tang, Marpa, Mila, Cheje, Gampo, Pa, Tusum, Shecha, Kunchen, Karamapa. L'épellation et la lecture, c'est le moment où vous pouvez faire attention, prendre soin de l'épellation des sons, donc c'est important. Cheshi, Chungye, Gyupa, Zinnam Tang, Deta, Salsum, Palden, Drukpa So, Sablam, Chagya, Chela, Nganye Nyame, Dogun, Dakpo, ou Takpo, hein. Normalement c'est Takpo, c'est pas Dakpo, c'est Takpo, Kaidula, Selwa, Debso, Kaidu, Lamanam, Djupa, Zinno, Namtar, Chinchilop. Voilà. Et on a notre prière. Voilà. Dorje Changtungma, première partie historique. D'accord? Donc voilà. Alors, après, là, bon, bah, vous avez l'analyse. Ça, je vous montre pas parce que sinon, bah, ça vous mâche le travail. Ça va pas du tout. Donc, ici, bah, tout simple, on va. Je regarde juste l'heure. Et on a un peu le temps. Il n'y a pas de problème. On est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va pouvoir faire ça ensemble. Bon, franchement, comme je vous dis, hein, c'est pas très compliqué parce que il y a la structure. Bon, et franchement, pour vous qui avez l'habitude, vous venez de traverser l'analyse, la pratique du texte de Chenrezig, ça va pas être très compliqué. Mais bon, on ne sait jamais, on risque de trouver des choses en route, toujours possible. Alors, on y va donc haut en bas, voilà, c'est simple. Dominique, tu commences. Ouais, oui, il faut bien commencer. Alors, vas-y. Lecture ou épellation comme vous voulez, avec ce avec quoi vous êtes à l'aise, mais par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'épellation, vous en faites chez vous, hein. C'est simplement qu'ici, on ne perd pas trop de temps, mais vas-y. Vas-y, Dominique. Ratatata Naruto, Raja Raja Dembuje, Ao Cha Na Chung, Cha Dembuche Na Chen, Ta Dembute, La Narolo, Na, Ra Naroso, Ta Euh, Nyatong, Ra Narolo, Ro, Ta Nyatong. Très bien, bravo. Alors là, c'est ok, parfait. Donc, Dorje Changchen Tello. Dorje Chongten Tenlo Naro Tong Attention, Changchen Tello Naro Tang. Naro Tong. Ok. Dorje Changchen Tello Naro Tang. Ouais, l'entraînement à la lecture, même quand vous ne faites pas d'épellation, ça veut dire Dorje Changchen Telo Naro Tang. Et vous apprenez la lecture d'une prière de cette manière-là. C'est-à-dire vous l'apprenez pas forcément
quoi, même pas forcément, vous l'apprenez comme ça. Mm. C'est-à-dire que après on la chante, on apprend à la chanter, mais en fait, non, sinon. Hello Claudine, voilà, je vois ta petite vignette, sympa. Donc, Dorje, Changchen, Telo, Entelo, Naro, Tang. nalo. Yeah. Ouais, tout à fait. Profitez vraiment chez vous de pouvoir la mettre en bouche, hein. Et encore une fois, je me répète un peu beaucoup, je suis bien d'accord, mais le fait de mettre en bouche les constructions donc de la phrase en tibétain, donc la dimension sonore, vocale, elle vous aide beaucoup à comprendre aussi, parce que ça permet de faire les blocs. Donc, Mm. Dorje, Changchen, Telo, Naro, Tang. En le disant de manière rythmique, vous êtes déjà en train de faire la numération. Et donc l'énumération, alors là, super simple, hein, Dominique. Il s'agit de, vas-y, tu donnes ta langue au chimie, Donc, George Chong, voilà, Dorje-chan, Tilo, c'est Tilopa, Tilopa, Marepa, ah bah, Marepa, Naropa. Naropa, voilà, absolument. Alors, Mais dans le texte de la lecture, tu as mis le pas, alors qu'en fait, c'est juste Naro, là. bah oui, parce que si tu veux, Naro, c'est Naropa, quoi. D'accord. Partout, Ah, oui, dans tout le texte, c'est des abréviations, en fait, quand on le dit. oui, c'est des abréviations. Telo, c'est Telopa. Naro, c'est Naropa. Alors, D'accord. le pas, quelle est la fonction du pas? C'est nominalisateur par rapport à... C'est l'endroit d'où ils viennent, je crois, c'est ça? Alors, on peut le voir comme ça, tout à fait. L'endroit d'où ils viennent, oui, mais c'est ce qu'on appelle des nominalisateurs. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle aussi des suffixes agentifs. C'est-à-dire, ça dit que la personne est, par exemple, si on dit hum, euh, tapa, le cavalier, hein, par exemple. Ça, c'est typique d'un suffixe agentif. C'est-à-dire, vous rajoutez le pas, le ma, le po, le bo. Bon, il y a différentes formes, c'est assez variable sur les formes. Et une des fonctions très courantes, c'est ça. Ou alors quand on dit kampa, donc c'est la personne du kam. Donc naropa, c'est une manière de nominaliser. Pourquoi? Parce que telo, par exemple, telo, qu'est-ce que ça veut dire? Telo. Je vois Annie, elle sait. Vas-y, Annie. Ouvre ton micro parce que je t'entends pas. On t'entend pas. C'est normal, tu l'as enlevé. Donc, oui, Et blanc. le Oui. sésame, le Le sésame. sésame, le sésame. Bravo, le sésame. Hein, tilo, til en sanskrit. Til pour dire le sésame. Donc, tilopa, c'est l'homme du sésame, hein. On pourrait dire littéralement, bah voilà, et, Annie, tu fais le mouvement, tu as raison, c'est celui qui broyait le sésame. Donc en fait, tilopa, ben, c'est un peu comme si vous disiez le charpentier, quoi. Hein, c'est celui qui fait ça. C'est-à-dire, on prend le mot qui est il, le sésame, le broyeur de sésame. On pourrait carrément le traduire comme ça. Le broyeur de sésame, le pileur de sésame, parce qu'en fait, il pilait, hein. Et c'est important de le comprendre du point de vue grammatical, mais aussi du point de vue de qui on parle. Parce qu'en fait, c'est presque une manière populaire de parler de Tilopa. On lui donne pas un nom hyper ronflant, hein, pas du tout. On lui donne vraiment le pileur de sésame, quoi. Ça peut être traduit comme ça. C'est très rarement dit comme ça. On raconte l'histoire, mais nous, voilà, on tire le pas, quoi. Alors que c'est Dupont, c'est celui Dupont. Hein, c'est un peu le sens de la manière de créer des mots, des noms. En français, c'est un peu pareil. Bon, bref. Voilà. Bon, le temps, aucun problème, hein, Dominique, évidemment. Ça veut C'est dire juste. et ça fait la Bah, c'est clair. connexion avec ce qui va suivre. Mais tout à fait. Alors, après, sachez juste une chose, il faut une certaine souplesse avec le tang. Pourquoi? Parce que on peut, vous le verrez d'ailleurs dans les phrases, on peut ne pas être systématique. C'est-à-dire, on peut ne pas le mettre de manière systématiquement à la fin. On peut, pourquoi? Parce qu'après, ben là, on est dans une forme, ben, évidemment versifiée. Donc, quand on est versifié, dans une forme versifiée, il est important de pouvoir contrôler le nombre de pieds. Donc ça, forcément. Donc en fonction de ça, on a une certaine souplesse. Mais on est clairement dans une énumération. Ensuite, Isabelle, vas-y, deuxième phrase. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux.
Marpa, Mila, Chodje, Gampopa. Impeccable. Marpa, Mila, Tchödje, Gampopai. Tu as même fait l'expiration pour le Tchö, ce qui est pas mal du tout. Hein, elle était légère, mais disons, vous pouvez toujours prendre l'habitude de la faire d'une manière un peu plus appuyée. Mais bon, ça c'est... Voilà. Marpa, Mila, Tchödje, Gampopa. Alors là, plus simple, c'est difficile. Hein, vas-y, mais dis-le quand Donc, même. Marpa, Ouais, Mila, Mila Repa, voilà. que le Dharma, Oui. Dje, Seigneur, Donc, Tchödje, ouais, c'est Tchödje, hein, c'est vraiment Tchödje. Seigneur du Seigneur Dharma. du Dharma. Oui, il faut savoir qu'en sanskrit, on parle des Dharma Raja. Et Dharma Raja, c'est important comme terme. Pourquoi Par exemple, tous les rois de la dynastie de Yarlung, donc les premiers rois tibétains, pas tous, mais certains, comme Trisong Densen, Songtsen Gampo, sont considérés comme des Chödye, c'est-à-dire des Dharma Raja. C'est important dans le contexte culturel. Hein. Donc, dans le contexte culturel indien, tous les rois ne sont pas des Dharma Raja. Mais ici, bon, oui, évidemment. Donc, Chödye, Donc, Dharmaraja. Chodje, c'est une expression connue. Alors oui, Chodje. alors maintenant, d'autant plus que maintenant, quoi, disons aujourd'hui, en tibétain, quand on parle de Chödye, on peut vraiment considérer que c'est un terme presque, on pourrait le voir comme un terme honorifique d'ailleurs, Chödye. Hein, c'est une possibilité. Je vais juste regarder, bougez pas, je vais, quoi, bien sûr, vous ne bougez pas, mais je vais juste regarder dans le dictionnaire de Tony Duff. Et je pense qu'il va le préciser. Chödye, donc Chödye ici. Non, il ne le dit pas ici. Mais non, il parle juste d'une abréviation dans les Drukpa. Mais bon, bref, ça c'est autre chose, ça c'est plus spécifique. Mais Chödye, c'est par exemple un terme qu'on peut donner aujourd'hui comme titre à quelqu'un de remarquable. Chödye. Voilà. Ensuite, C'est oui. ainsi qu'on désigne Gampopa. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le Dharma Raja, donc Marpa, Mila, Chödye, Gampopa. Donc le Dharma Raja, le roi du Dharma, Gampopa. Donc là, on est dans la liste historique. Hein. On est en train de... Voilà. Alors peut-être une précision à ce stade, c'est-à-dire que là, on est en train de parler de la lignée historique, qui est la première branche. Ensuite, hop, ça va se diviser. Hein. Donc jusqu'à Gampopa, on pourrait dire qu'on est assez linéaire. Si ce n'est que on est en train de zapper Rechungpa. Bon, ça c'est une autre question, un peu plus subtile, mais on est dans quelque chose de très classique avec un rapport linéaire de Tilopa jusqu'à Gampopa. Puis après Gampopa, c'est lui à partir duquel, hop, l'arbre fait ses branches. Donc, continuons avec Florence, parce que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire sur cette phrase. Vas-y, Florence. Ok, Florence, est-ce que tu m'entends? Alors, t'as pas ouvert le micro, alors on t'entend pas. Ok, pas de problème. Alors, tu sum shecha kunken karmapa. Absolument. Tu sum sheja. Alors, shecha, c'est juste. Shecha, sheja. Souvent on dit sheja au niveau mais c'est littéralement shecha. Tout à fait. Kunkien karmapa. Alors, kuntien, on peut un peu forcer l'expiration histoire de s'en souvenir. Kuntien karmapa. Là, de nouveau, très facile, hein, Florence. Vas-y. Alors, tu sum, c'est les 3 temps. Oui, Mais avec Cheja, oui. c'est l'omniscient, j'ai pensé. Non, en fait, l'omniscience, ça sera kunken. Pourquoi? Parce que kunken, ça veut dire tout savoir, tout connaître. Kun et ken, d'accord? Kun, tout, ken, savoir, connaître. Alors en fait, sheja kuntien, C'est c'est... aussi le nom du premier karmapa. Ah, c'est clair. Donc là, il a droit à une phrase. Hein. Le premier karmapa, là, on peut dire que l'auteur, tout à coup j'ai un blanc, l'auteur dont Bengar Jampel Sangpo, là, il lui donne un traitement
non pas de faveur, mais disons, voilà, il a une phrase en entier. Donc, Tuntien, Shieja Kuntien Karmapa. Donc, le premier Karmapa, Tusum Kempa. Hein. Est-ce qu'on peut traduire par celui qui connaît le passé, présent et futur, Tushum Karmapa? Bien sûr, on pourrait. Alors là, ça, c'est la liberté. Tant qu'on est dans la vérité du texte, tant qu'on est clair sur le sens profond du texte, pas profond forcément, mais sur le sens réel, disons, on pourrait dire factuel du texte. Après, dans la traduction française, on peut très bien, pour peut-être rimer, pour faire joli, là, tant qu'on est dans la vérité du texte, le factuel, ça va. On peut s'en écarter un peu. Donc, on s'en écarte pas là. On parle pas du passé, présent, futur, on parle des trois temps. Mais finalement, si on a envie de le dire, on peut le dire. Hein. Par contre, évidemment, les trois temps, c'est passé, présent, futur. Euh, et puis voilà, chez Dia, c'est tous les objets de connaissance. Ça, par contre, c'est important comme terme parce que on pourrait dire aussi, quand on parle d'objets de connaissance, c'est tout ce qui est ça sous-entend quelque chose de subtil. Hein. En tibétain, on fera une différence entre, par exemple, ngopo, les choses, et sheja, les objets de connaissance. Sheja, c'est quelque chose, par exemple, c'est les idées, c'est les choses qui échappent parfois à la vision immédiate. Ngopo, quand on dit les choses, nge, ça vient de ngun, c'est vraiment quelque chose de manifeste. Donc c'est des choses qu'on voit, par exemple, les choses qu'on touche, les choses qu'on goûte, tout ce qui est au niveau des cinq sens. Sheja, c'est aussi les objets, mais c'est aussi les objets de la conscience mentale. Donc on fait une petite différence. Ça apparaît pas immédiatement parce que c'est aussi un terme générique pour dire les objets de connaissance. Bien évidemment, vu que du point de vue de l'Abhidharma, tout ce qui est perçu par les six consciences sont des objets de connaissance, c'est un terme générique. Ça, c'est clair. C'est-à-dire une forme vue par la conscience visuelle ou un son entendu par la conscience auditive, eh bien, c'est un objet de connaissance. Hein. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Mais après, de manière un peu plus spécifique, c'est aussi les objets de la conscience mentale. Donc, là, son omniscience, je pense qu'on peut comprendre le sens générique de Shedia, c'est-à-dire elle s'applique à la totalité, Kunkien. Hein, Kunkien, c'est la totalité des savoirs. Donc voilà. Oui. Ok, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, quoi. Si, peut-être, mais voilà, on peut y aller. Donc, alors, bien sûr, Annie, ici. Cheshi, Chungye, Yupa, Zin, Namtang. Impeccable. Très bonne lecture, très bien. Donc là, facile pour toi, je te laisse dire. Alors, Cheshi, c'est les quatre grands ou grandes. Oui. Chungye, les 8 petits, je sais pas trop ça. Oui. Yupa, là, ça tombe très bien parce que j'ai toujours une question entre Gyu et Gyu, parce que toi, tu dis souvent Gyu. Et je ne sais pas si c'est Gyu ou Gyu. Moi, je dis Gyu, mais bon, toi, tu... Moi, Gupa. Dans ce cas-là, je dirais Gupa. Maintenant, si c'est Gyu pour dire la cause, alors je dirais... Non, mais quand tu dis la lignée Kagyu, tu dis Gyu. Ah oui, t'as raison, la lignée Kagyu. T'as raison, c'est juste. Là, tu m'attrapes sur une chose dont j'avais pas forcément conscience. C'est vrai que j'ai tendance à dire la lignée Kagyu. Est-ce que c'est peut-être un helvétisme, hein. C'est possible. Non, je plaisante. Le problème, c'est que les Anglais, ils ne savent pas dire le U, donc ils disent tous You. Et Ouais. donc, par sympathie, les Français, ils disent comme les Anglais. Oui, et mais... alors, là, toute seule à me cramponner sur mon vieux. Et donc, si tu dis You, ça se voit. Écoute, par solidarité avec toi, on va dire Gu, parce que tu as raison. En fait, c'est juste, c'est Gu, c'est Gupa. Et c'est, clairement, c'est Gupa, c'est pas Gu, c'est Gupa. T'as raison, ils savent pas dire le U, donc Gupa. Alors, au moins, on a un avantage sur eux. Gupa. Alors, Zin, c'est détenir, dans le sens détenir, éliminer. Ouais, tout à fait. Ouais, là, c'est très simple. Ouais, là... Une petite explication sur les 8 et les 4. Parce qu'il y a oui, complètement. Alors là, par exemple, je vous montre à la fin ce que j'ai mis. Vous aurez tout le loisir de le découvrir tranquille. Je vous ai mis une annexe
avec un article de Tony Duff sur l'explication des 4 grandes et des 8 petites. Donc, alors, on est bien d'accord, c'est une explication, hein. Après, c'est un vaste sujet. Mais déjà, ça vous donne quelque chose on va dire, de standard dans l'explication. On voit ici les 4 grandes Kagyu, c'est Karma Kagyu, Barom Kagyu, Salpa Tu, Kagyu. Pardon, tu, tu récidives, hein. tu as raison. Karma Kagyu, Barom Kagyu, Salpa Kagyu, Padru Kagyu. Tout à fait. C'est vrai que les habitudes, ça se perd pas si facilement. Ouais, Ah, c'est ben, ça. c'est ça le problème. Donc ça, c'est les cadres grandes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, bon, bah, très rapidement dit, on a Gampopa, donc qui lui va réunir ces deux grandes lignées que sont la lignée Kadampa et la lignée du Mahamudra avec Milarepa. Donc lui, Gampopa, il joue un rôle historique hyper important. Bon, on va faire du tibétain, on va pas faire l'histoire de la lignée, mais ni du bouddhisme, mais disons, quand même, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que vraiment Gampopa réunit les deux sources, hein, on le considère souvent comme ça, quoi, on parle de lui de cette façon, j'invente rien, et puis ensuite, lui-même, en rencontrant Milarepa, là on pourrait dire, il est bien sûr toujours détenteur des instructions Kadampa qu'il a reçues, évidemment, il n'abandonne rien de ça, et il va mêler les deux courants. Souvent on le présente de cette manière-là, comme s'il allait mêler les deux sources d'influence. Et donc les deux sources d'instruction aussi. Et puis ensuite, à partir de lui, il a des disciples. Il médite dans la montagne. Au début, ben, c'est vraiment un ermite comme beaucoup d'ermites. C'est-à-dire il n'a pas euh, voilà, de monastère ni rien de ce genre, hein. Ça se développe après. Au départ, c'est un homme seul qui médite parce que Milarepa lui a dit va méditer là, va méditer là, va méditer là, hein. Comme toujours, on est dans un schéma très très classique de transmission. Et puis des gens viennent le voir, dont Tusum Kempa, le premier Karmapa, dont Barom Dharma Wangchuk, dont Lama Chang et dont Pamo Drupa, qui sont voilà, 4 personnes et qui donc l'un des 3 hommes du Kham, là on parle des 3 hommes du Kham, mais qui sont, bah, comme son nom l'indique, 3 personnes qui vont arriver rencontrer Gangbompa. Et donc Pamo Drupa, donc le 4e, c'est lui qui va fonder les 8 petites. Donc on pourrait dire que les 8 petites, c'est de l'ordre du petit-fils par rapport à Gampopa, si on voulait le voir ainsi. Donc Gampopa, 4 principales, et ensuite une qui donne les 8. Alors maintenant, après, aujourd'hui, alors ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, tous les maîtres contemporains Kagyu, pas Kagyu, Kagyu, eh bien tous les maîtres contemporains Kagyu préciseront que le terme de petit n'est en tout cas pas dépréciatif. Ça, c'est vraiment important. Je pense que même là, entre nous, c'est important d'être dit, même si peut-être c'est évident pour vous, mais après, on nous écoute, hein, et donc il y a quand même pas mal d'abonnés à la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous en remercie, vous suivez tout ça, c'est super. Mais du coup, il faut mettre les choses au point, parce que sinon, bah, on lit 4 petites et 8 grandes, et puis, bah, ou 4 grandes en l'occurrence, et 8 petites, puis on se dit, bon, bah, voilà, les principales, les secondaires. C'est pas du tout comme ça. Toutes ont un grand rôle, évidemment. Euh, mais il est vrai aussi qu'après, il y a les mouvements de l'histoire. Donc les mouvements de l'histoire vont faire que certaines vont être presque englobées dans d'autres vont, par exemple, sont assez inconnues ou pas disparaître, ça serait peut-être trop dire, mais parce que ça disparaît jamais vraiment complètement. Mais il y a les aléas de l'histoire. Et donc, si on pense aux Drukpa Kagyu, bah, ils sont très puissants. Ils ont même joué des rôles politiques importants au Tibet. Donc, voilà, les 4 grandes et les Karma Kamsang, celle du Karmapa, n'a pas toujours été la principale. Quoi. Elle a souvent été considérée comme la principale lignée Kagyu, mais les autres ne sont pas du tout inexistantes, hein. Elles peuvent avoir rivalisé ou avoir été plus importantes à certaines périodes du temps. Si on pense au temps du 10e Karmapa, là, la lignée Kagyu, euh, comme on le dit souvent, hein, dans les textes, hein, elle était
non, là je fais peut-être référence à autre chose, mais on parle à un moment donné des mouches faibles comme les mouches à l'entrée de l'automne. Donc une manière de dire qu'il y a eu des périodes historiques très difficiles, où par exemple le 10e Karmapa, il était en exil, tout le camp qui était le monastère itinérant qui l'accompagnait avait été massacré, donc suite à des luttes politiques au Tibet. Donc voilà, hein, c'est pas toujours cadre grandes, florissantes, c'est pas comme ça. Et puis certaines qui peuvent être mineures, comme les Tsalpa Kagyu ou autres, ont pu être clairement, ont pu rayonner dans leur région, même invités par l'empereur de Chine. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, c'est des histoires extrêmement intéressantes, hein, mais là, bon, bah, on dépasse le cadre. Mais ça vaudrait la peine de mieux le connaître. Bon, bref. Alors, donc, on a vu... Donc, bah, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est clair. Là, Annie, tu as dit. Alors, on peut recommencer, on peut faire notre petit tour avec Dominique. Donc, on repart d'ici. Oh, ben voilà, mais quel beau gros bâillement. Non, c'était impressionnant parce que les mots sont inconnus pour moi. Donc, voilà. Absolument. Quelle mauvaise langue je suis, c'est pas possible. Ok, allons-y. Alors, je le fais sans épeler. Ouais, bien sûr, on n'est pas obligé du tout d'épeler. Donc, Dri, Gung. Ah non, alors là, non, non, Ah non, non, et Dri, non. Dri-Tak, pardon, attends. Dri-Tak, Sel Sum, Sal Sum. Ouais, tsalsum. En général, on dit, on est d'accord, la règle voudrait dire tsel, mais on dit tsalpa. Ah, C'est Sal. très fréquent d'entendre tsalpa kagyu. Tselpa kagyu, moi, kagyu, j'ai pas souvent entendu. Mais bon, à vérifier. Bon, bref, tsal. Sel Sum, c'est pareil. Pelden. Ouais, pareil, palden. Pelden. Drupa. Ouais, Sok. ouais, impeccable. Alors après, pareil, hein, dans la lecture, hein, dita, tsalsum, palden, drukpa, so. Ça, c'est bien de prendre l'habitude de cette rythmique. Dita, tsalsum, palden, drukpa, so. À part Palden, qui veut dire glorieux, et puis Sok à la fin, qui veut dire etc. Les autres mots, je ne les connais pas. Tout à fait. Donc, du coup, c'est très simple parce que finalement, tu as repéré les importants. Ça, c'est typique du repère, hein. On n'a pas besoin de connaître tous les mots. Tu connais soum quand même. Oui. Ah ben voilà. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça, c'est des bons repères. Dès que tu as soum, puis avant, tu as ti, ta, tsal, soum, ben, tu te dis, attends, voir. C'est 3, les et puis il y en a trois. 3. Il y a donc, Oui. donc il y en a 3. Il y a les Oui. di, les ta et les tsal. Donc ça, même si tu sais pas, t'es pas perdu dans ton texte. Parce que Oui. tu peux parfaitement laisser ça de côté, ça t'empêche pas de comprendre la structure du texte. Mais en l'occurrence, évidemment, c'est les dégoûts, les takpa, kagu, les tsalpa, kagu, etc. Donc ça, c'est... Bon, il n'y a rien de... excusez-moi, taglung kagu et tsalpa kagu. Donc là, bon, c'est juste les noms. Ensuite, par contre, en termes de structure, là, il y a quand même une petite chose à dire. Je te laisse faire. Le etc. à la fin? Non, en fait, là, bon, c'est mineur, hein, c'est pas très compliqué. Mais de nouveau, ça, c'est ce que je disais au tout début de la leçon. C'est-à-dire que la lecture nous amène la compréhension aussi de la structure du texte. Je m'explique. Trikta tsalsum palden drukpa so. Parce que si tu dis les trois, tu vas dire Trikta tsalsum, en parlant par exemple. Hein, tu diras Trikta tsalsum palden drukpa so. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a quand même très clairement dans la construction ici un bloc. Hein? Bon, non mais bon, voilà, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'on a le 3, et donc le 3 ben, signifie qu'en général, ce qui est avant, ben, clairement, on le fait exister comme ça. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En termes de lecture, hein? Tikta tsalsum, c'est pas seulement en termes de lecture, justement, c'est dans la manière dont on imprime ça, on pourrait dire intérieurement. Tikta tsalsum, palden drukpa so.
Et on parle donc de deux choses. Et puis alors le so, ben là, quand même petite précision, parce que le so, oui, etc., mais etc., c'est par rapport à quoi? Même si ça semble évident, mais j'ai juste envie de l'entendre. C'est plutôt et les autres, quoi. Ouais, Et mais quels d'autres. autres? Et ben les autres des lignées, les autres lignées. Oui, non, non, mais tout à fait. Mais bon, alors j'ai peut-être pas été précis dans ma question, mais on pourrait très bien, bon, c'est un peu évident, mais on pourrait faire l'erreur de penser qu'il s'agit des glorieux Drukpa, etc. Et que c'est le etc. se rapporte au glorieux Drukpa. Mais le Ah. etc. c'est la suite de toutes les numérations, Mm. en fait. C'est juste Mhm. pour dire, ben voilà, on n'a pas fini la liste. Non, mais je disais bien que c'est évident, mais bon, parfois il peut y avoir une légère incompréhension de ça. Bon, ok, pas grand-chose à dire d'autre. Ben, c'est bien, cette leçon, elle est facile, hein. Ensuite, Isabelle. Alors, micro. Ah ben, micro, il est. Eh oui. Saplam, Chagyache, La, Nganye, Pei. Alors, alors là, va falloir, j'aurais envie de dire, faut que tu choisisses entre la lecture versifiée ou la lecture prose. Parce que si tu dis sablam chagache, c'est très juste, mais dans ce cas-là, tu es Est-ce dans la que prose. Chagyache, c'est un mot? Ah, mais tu as tout à fait raison. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que tu es dans la prose. Parce que si tu es dans la récitation versifiée, c'est sablam chaga chela ngagnepe. Ok. Tu vois, et c'est simplement prendre l'habitude. Parce que quand l'entraînement à la lecture, ça sera comme ça, et la prose, effectivement. Mais là, est-ce que c'est sablam chagache? À voir. Comment est-ce que tu fais ta scission là? Oui, on garde toujours le même rythme en fait. Ah ben oui, mais c'est parce que si tu es dans la prose, tu peux très bien considérer, là si tu fais, tu verras dans l'analyse, mais sablam là. Tu vois? Parce que dans la lecture, en fait, mais là je ne veux pas faire l'analyse à ta place. Fais-la l'analyse. Elle n'est pas très compliquée, tu en as Eh l'habitude ben, maintenant, mais... justement, parce qu'avec la particule là, on a un bloc Saplam Chagyache, Exact, on a un bloc, et sablam... ensuite Ouais, un deuxième bloc derrière, oui, Nga Niepe, oui. et tout au bout une particule de génitif. Ouais, donc on a gagne pas avec la particule derrière, on est d'accord. Ouais, Oui. tout à fait. Donc ça veut dire sablam tiaga là, et tu traduis ça comment? Alors, c'est le là, en fait, je vois pas très bien comment le relier, mais c'est la voie, le chemin profond du Mahamudra. Mhm. Alors, Et, ouais. Mais alors, ne passe pas comme chat sur braise sur le là. Hein. Alors, j'ai découvert que cette expression n'était pas très courante, mais et bon, bon, voilà. Ça veut dire faut pas trop éviter le là. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire le là? Qu'est-ce qui nous indique? C'est une marque, hein, comme toujours, comme toute particule d'ailleurs, c'est une marque. Une marque de quoi? Il nous indique un bénéficiaire, oui, Alors, ou oui. un lieu d'incidence. Ok, alors, en fait, ça marque d'abord le lieu d'incidence. Ensuite, il se trouve que ça peut avoir fonction de marquer le bénéficiaire. Mais si tu veux, c'est d'abord le lieu d'incidence et ensuite, c'est d'une manière plus spécifique, un temps, un lieu, un bénéficiaire, pour être un peu, pour être un peu synthétique. Donc ici, lieu, temps ou bénéficiaire? Ça serait plutôt le lieu. Du coup, c'est... Alors, ben justement, du coup, c'est pas si simple. Parce Non, que... c'est pas évident en fait. Non. Moi, j'ai bloqué pour savoir... Ouais. Ben moi, je bloque un aussi. bénéficiaire, un Ben, lieu. complètement. C'est pour ça que là, si tu veux, ben moi, je bloque aussi. Et c'est très bien de bloquer. Parce que du coup, pourquoi? Non, mais c'est pas bloquer pour bloquer. Mais parce que du coup, ça veut dire qu'on prend l'habitude d'être dans le factuel du texte. Et ça, c'est très bien. Plutôt que de se dire, oui, mais bon, ça veut dire. On est d'accord, évidemment. On parle de la voix profonde du Mahamudra. Ok. Mais n'empêche, il faut pouvoir essayer de précisément comprendre ce que l'auteur a voulu nous dire. Donc, est-ce qu'il fait référence? Parce que là, on pourrait dire c'est la fin d'une partie, hein, quand il y a un etc.
avant. Donc, comme en français d'ailleurs, etc. Puis ensuite, tu reprends ta phrase. Tu la reprends depuis là. Et puis, en fait, donc, sablam là, et là, il va y avoir un bout de la clé ici. Eh bien, donc, Nga, Niepe, c'est ce qui Nga, c'est avoir possédé, et l'acquisition, Niepe, on avait vu la dernière fois, On donc avait c'est vu là, oui. vraiment posséder la connaissance, enfin, Oui, c'est tout à fait. le savoir. Complètement. Dans les dictionnaires, on va par exemple parler de avoir la maîtrise de. Un gagnez Ah pas. oui, Et puis ici, posséder complètement. voilà. Et ici, attention, prenons soin de regarder la terminaison. C'est-à-dire, alors, bon, le génitif, on le laisse de côté, mais notre bloc, c'est ça. Gagnez pas. Nga, Niepe, Hein? terminé. Gagnez pas. On a un gagnez pas. Et le gagnez pas, on nominalise, on pourrait dire, une situation verbale. Hein, d'une certaine manière. Donc, gagnez pas, c'est avoir la maîtrise de, le pouvoir sur, avoir le pouvoir sur quelque chose. Donc, gagnez pas. Alors, du coup, Le, il y a un bout. celui qui détient, le détenteur, on peut dire. Ouais, mais c'est aussi Celui qui maîtrise, Oui, celui oui, qui oui, maîtrise dans ce oui, cas-là. oui, bravo Isabelle. Parce que les Celui qui détenteurs, maîtrise. voilà, parce qu'on les a vus, les détenteurs avant. C'est les dzinnam. Hein? Ouais. C'est les dzinnam. Et Là, là, c'est intéressant. Parce que du coup, on va mieux comprendre le tchaga, sablam tchaga chela. Parce que c'est la maîtrise sur quelque chose. Comme quand tu maîtrises une matière, par exemple. Tu vois, tu as un pouvoir sur quelque chose. Et là, c'est un pouvoir, du coup, sur, dans le sens de la direction, Donc le Mahamudra. voilà. Pardon. Non, non. Oui, donc ceux qui maîtrisent la voix profonde du Mahamudra. Parfait, exact. Et puis ça, c'est très bien. Parce que, voilà. Donc, bon, c'est pas si compliqué, mais tu vois, ça demande un certain soin. Parce que du coup, on voit bien qu'on exerce, là, il y a vraiment l'exercice d'un pouvoir sur quelque chose. Et on voit bien que la fonction de la particule, là, c'est bien d'indiquer le lieu d'incidence. Ça veut dire que le côté factuel du texte, on n'y coupera jamais. Ça veut dire que ça, eh ben, ça se rapporte à ça, du fait de la particule. Donc le là, il indiquera toujours la flèche dans ce sens, tout le temps. Tout le temps. Donc ça veut dire que ça, ben, forcément, ça veut dire que c'est un pouvoir, une maîtrise qui s'exerce sur quelque chose. Et qui s'exerce sur quoi? Ben, sur les instructions de la voix profonde du Mahamudra, sur la réalisation qu'il maîtrise. Après, ok, après on peut, par extension, comprendre plein de choses, mais c'est très important de comprendre cette structure. Même si elle est assez simple, hein, mais bon, voilà, on fait du basique, et du coup, on comprend bien notre texte. Parce que après à la lecture, sablam chagya chela nganye pe nyame drogun dakbogayula. Parce qu'après, on peut rester dans la lecture et bien comprendre la structure. Parce que là, évidemment, on a le génitif. Alors là, ok Florence, dis-nous quelle est la suite. 53, faut qu'on se dépêche, nom de bleu. On n'est même pas à la fin, mais on va y arriver. Alors, vas-y Florence. Niame, Drogon, Takpola, Takpo, Ouais, Kagula. Kagula. On retrouve le là. Ouais, très bien. Donc, à la fin, les êtres protecteurs. C'est joli, les êtres protecteurs. C'est les protecteurs des êtres. Mais je me bec pas, hein, c'est juste Drogon. Parce que Drogon, c'est très. C'est joli de l'avoir dit, les êtres protecteurs, parce que c'est vrai aussi. Ce sont des êtres protecteurs. Mais en l'occurrence, quand on dit Drogon, c'est les protecteurs des êtres. Protecteurs des êtres, d'accord. Oui. Alors, Niamey, c'est sans égal, sans pareil. Absolument. Niam, mais. Alors là, la compréhension très vite, mais une négation, niam, égal. Niam, Donc, égal. incomparable. On est bien d'accord, il n'y a pas de comparaison possible. Takpo, Ouais. c'est Takpo, le
lieu. Oui, très juste. La femme. Ouais, très très juste. Takpo, c'est le lieu, parce que Gampopa venait de Takpo. Hein, c'était son lieu d'origine, Takpo. Hein, quand on dit Takpo Hlaje, par exemple, c'est le médecin le médecin de Takpo. Ça, c'était un de ses titres. Donc Takpo, c'est un lieu. Donc Takpo Kagu, c'est aussi une lignée. C'est pour ça que quand on parle des 4 grandes, des 8 petites, ça ne veut pas dire non plus que la liste est exhaustive, parce que dans beaucoup de textes, on va parler des Takpo Kagyu, pour dire la lignée des successeurs de Gampopa, dont son monastère, par exemple, de Tagla Gompo. Hein, bon, ben ça, c'est un peu des détails historiques. Mais du coup, là, il y a une chose qui m'intéresse, Florence, et j'aimerais bien que tu puisses l'expliquer, c'est notre fameux génitif, avec notre règle de base, hein, déterminant, déterminé. Donc, là, Le génitif, attends, le génitif où? Ah oui, ici, le génitif de la phrase précédente. et yes. Et c'est ça qui, dans la lecture en prose, va nous donner le sens. Alors, comment fais-tu l'articulation? Le génitif étant toujours comme ça, on est bien d'accord. Alors, avoir la maîtrise du chemin profond du Mahamudra. Alors, les protecteurs des êtres incomparables. Vedaku. Oui, parce qu'en fait, on a Nganye Nyame Drogon Takpo Kaiju La. Le La, ça se réfère. Hein. De nouveau, c'est un bloc. Hein. On pourrait dire, là, il y a un gros bloc. Et puis ce gros bloc, il est marqué par là. Donc il va y avoir quelque chose ici qui va en direction de ce bloc-là. Hein. Mais, donc, ce bloc ici, c'est les Nganye Nyame Takpo Kaiju La. Ça veut dire Nganye Nyame Drogon Takpo Kaiju La. Donc, ici, déterminé, ici, déterminant, déterminé. Donc, ça veut dire ces maîtres protecteurs des êtres incomparables ayant maîtrise sur la voie profonde du Mahamudra. D'accord? D'accord. Parce qu'en fait, ici, déterminant, déterminé, ça veut dire que là, on parle de ces protecteurs des êtres incomparables de la lignée Takpo Kagyu, qui ont la maîtrise sur la voie profonde du Mahamudra. Tout simplement. Voilà, mais bon, c'est pour dire que ces deux phrases sont liées, puis qu'il ne faut pas oublier le génitif, puis voir comment on fait le lien, évidemment. Hein. Donc, après, on a notre là. Et là, eh bien, Annie, je te laisse intervenir, parce que là, évidemment, la suite va carrément être hyper importante par rapport au là. Loi d'Epso, Kagu, Lamanam. Oui. Donc, je prie les lamas Kagu. Très bien. À tous. Et oui. Donc, ça, ces lamas en question, c'est ceux qui précèdent ces... Exact. Ça veut dire que ces deux phrases, eh ben, elles vont... voilà, et puis tu vas donner la dernière phrase aussi. Yupadzino Namka Chantilo. Oui. Alors, Yupadzino, ça c'est plus difficile. Alors, no, c'est une particule pour faire joli, un peu, non? Oui. Zin, c'est toujours qui détient, donc... oui. Dieu parle ceux qui détiennent. Mm-hmm. Alors, Namtar, c'est la libération. Oui. Jingilop, je prie, donc nous prions. Jingilop, c'est pas je prie. Alors là, non, c'est la bénédiction. Oui, c'est ça. Donc, je reçois la bénédiction ou je demande la bénédiction? Alors voilà. Alors là, je vous donne un bout d'explication sur ces deux, qui sont assez particulières parce qu'elles sont construites d'une manière particulière. Vous voyez que là, l'auteur décide de faire une petite insert assez intéressante. C'est une particule finale en milieu de phrase. Ah, c'est le psaume. Voilà, et il le fait ici et il le fait ici. Et en fait, ça, c'est presque comme s'il faisait une référence au chant. C'est-à-dire, Solwa Depso, Dupa Zeno. Donc, il joue sur la rythmique. Solwa Depso, Dupa Zeno. Et il joue d'une part sur la rythmique, mais d'autre part sur le rythme, on peut dire sur le rime, mais aussi sur la séquence de la phrase,
qui est rythmé. C'est-à-dire Solwa Depso, Kajulamanam. Jupa Zeno, Nam Tarchinchilop. Donc, en lecture, on sent cette séquence qui construit. Et donc, en fait, le La ici, alors évidemment, ces deux se rapportent à tout ce qui précède, tout depuis le début, grâce au La. Ça, c'est le gros bloc. Donc, dans le bloc type poupée russe, il y a plein d'autres blocs, mais ça, c'est le gros bloc. Eh bien, on pourrait dire, à l'égard de tout cela dont on a parlé, eh bien, je prie les maîtres Kagyu, détenteurs, apportez-moi votre bénédiction. En gros. Hein. Et puis ici, Namtar Tinjilop, c'est très joli. Pourquoi? Parce que Namtar, c'est la géographie ou la biographie. Et en fait, c'est une manière de dire, accordez-moi la bénédiction de votre histoire libératrice. C'est-à-dire, c'est vraiment une manière de dire que c'est Namtar, ces récits hagiographiques, ces récits des hauts faits des êtres saints du passé, eh bien, est lié à une bénédiction. Et donc, c'est cela qu'on demande. On demande d'obtenir cette bénédiction. Donc, ici, on prie, ma prière va au Lama Kagyu, à vous les détenteurs, accordez-moi la bénédiction de vos histoires ou de vos vies. Hein, et c'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Et puis là, il a terminé la partie introductive de cette prière. Mais c'est important, parce que c'est en fait, on pourrait dire, dans la prière, c'est l'hommage. Là, il vient de rendre hommage, et puis il vient de nous dire deux choses aussi importantes. C'est-à-dire qu'en fait, ces maîtres Kagyu sont à la fois objet de notre prière, je dis bien objet par rapport ici à la particule oblique, elle est objet de notre prière, et en même temps, cette prière dont ils sont l'objet est aussi détentrice, évidemment, de bénédiction. Donc il nous dit deux choses, du coup. Ils sont à la fois source de nos prières et source de notre progrès spirituel, vu que la bénédiction est vraiment vue dans la lignée Kagyu comme ce qui va nous permettre d'acquérir ou de réaliser plutôt la véritable nature de l'esprit. Ça se fera par le biais de la bénédiction. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire de ça. Ok? Bon. S'il te plaît. Oui. Nam tout seul devant Tar, Nam, c'est quoi? Nam tout seul devant Tar, ben écoute, normalement, Nampa, c'est, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je vais vérifier, mais Nampa, c'est les aspects. Alors, est-ce que dans ce cas, Nampa, oui, apparence, style, manière, mais en général, c'est apparence. Donc, Namtar, on pourrait dire, c'est la manière dont la libération se manifeste. D'accord. Voilà comment on peut comprendre Namtar. Ok, bon, eh ben, c'est parfait. On va terminer avec une dédicace et on est à la fin de cette leçon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon. Merci. Voilà, j'arrête ici l'enregistrement et on se retrouve à bientôt.